Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Yann Barthès, derrière le masque du bobo décontracté, un manager toxique, un macroniste en somme. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Brigitte, Anne-Laure Rossignol, Philippe Bohen, ma chère Yvette Poré, Emmanuel Dimpre, Crisis, Monique Montagnan et Françoise Oriot. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation et vous savez comment faire. Levez le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Yann Barthès, souvenons-nous. Ce printemps 2024, Yann Barthès était convoqué par la commission d'enquête sur la TNT. Bastien Parisot, membre de la France Insoumise, a applaudi l'animateur de TF1. Yann Barthès a tenu la ligne face au Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Il est peut-être l'un des derniers remparts du monde médiatique face aux idées d'extrême droite. C'est salutaire et c'est pourquoi la meute facho le cible depuis ce matin. Soutien total. Voilà, selon ces gens aveugles de gauche, Yann, c'est le rempart qui tient la ligne contre la peste brune. C'est leur champion. Et Yann le leur rend bien. C'est le haut lieu de la résistance contre les sœurs sombres. Hier, avec une telle entrée en force du conservatisme au gouvernement, les LGBT devront rester vigilants. Mais c'est la ligne Gabriel Attal, ça. Quotidien va devenir le Vercors, le haut lieu de la résistance française, où tout le 11e arrondissement va se retrouver pour combattre les fascistes au gouvernement. Et pour résumer la position de ces imposteurs, rien de tel qu'un dessin, celui de Vautrin. La gauche est tellement névrosée par rapport à l'islam qu'elle se défoule sur un danger inexistant, le catholicisme. Elle ne recule devant rien jusqu'à dépeindre Rachida Dati ou Migaud comme une religieuse ou un religieux catholique forcené. On est chez les fous. Bon, je ne vais pas m'étendre sur leur anticléricalisme pathologique et ferraillé avec tous ces illettrés. Oh non, non. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment la gauche peut s'identifier à un animateur télé comme Yann Barthès, comme un reflet de ce qu'ils sont. Revenons à cette commission TNT. Yann Barthès avait été convoqué par le Rassemblement national pour son manque de pluralité. Yann Barthès, par ailleurs, le revendiquait. On fait un peu ce qu'on veut. Ce dernier a provoqué la colère de plusieurs députés du Rassemblement national après une petite phrase prononcée sur le plateau de Sud Radio pour justifier l'absence du Rassemblement national parmi les invités de l'émission. Nous sommes une chaîne privée, donc on fait un peu ce qu'on veut, avait-il assumé, une position qu'Olivier Véran, député et ancien porte-parole du gouvernement, avait saluée sur le plateau de Quotidien quelques jours plus tard. Bravo pour ça, parce que les digues, vous savez ce que c'est. Cela a le mérite d'être clair. Yann Barthès revendique son manque de pluralité malgré le cahier de charges de l'Arcom. Il fait ce qu'il veut. Et il est félicité par Olivier Véran, qui était porte-parole du gouvernement. Et la gauche applaudit, c'est-à-dire qu'ils applaudissent un collabo d'Emmanuel Macron, du Big Pharma, et surtout un ambassadeur du politiquement correct mondialiste. Oui, cela en dit beaucoup sur ce qu'est devenu la gauche. Mais ce n'est pas tout, vous vous en doutez. Lorsqu'on écoute les discours des députés de la France Insoumise, du nouveau Front Populaire, on entend comme des relents de Karl Marx avec lutte des classes, mépris de classe, parce qu'on se moquait de Sébastien Delogu. Deux poids, deux mesures avec Yann Barthès. En effet, il gagnerait par an, selon nos confrères de Paris Match, 27 millions d'euros. C'est presque hilarant de voir les gens de gauche s'identifier à un millionnaire paillette showbiz façonné à l'école Canal+. Certains pourraient me rétorquer que Yann mérite amplement cette somme par son travail.
C'est là où cela coince. Yann est un bonimenteur qui vend sa camelote frelatée mondialiste au Castor. J'ai bien dit frelatée en quête de valeur actuelle. Une émission de service commandée. Valeur actuelle montre le jeu des manipulations, reportages truqués, images détournées, interviews savamment coupées, afin de faire dire ce que l'on veut à l'interlocuteur. Obsession du camp patriote, contradicteur jamais invité, à une petite exception près. Ainsi, en 4 articles, signés par les journalistes de Valeurs Actuelles, dont Charlotte Dornelas, Quotidien s'écroule. La tyrannie des bien-pensants, les victimes quotidiennes de quotidien, les petits mensonges et gros mensonges de quotidien. Yann Barthès, empereur de la France d'en haut. Quotidien s'écroule donc et montre ce qu'il est en réalité. Une émission en service commandé pour l'idéologie dominante hors sol. Il n'est même pas certain que ces adolescents animant cette émission soient capables de le comprendre intellectuellement dans leur nuage de poudre. Oui, Quotidien, c'est du politiquement correct, européiste, mainstream, Soros, la quintessence de la propagande. Et la gauche en raffole. Bon, je ne suis pas le mieux placé pour donner des leçons de gauche, mais vous conviendrez que les Jaurès, les Blum, les Georges Marchais doivent se retourner un petit peu dans leur tombe. Yann Barthès, ce n'est pas seulement un journaliste aux ordres, c'est aussi un producteur parce qu'en 2011, il fonde avec son compère Laurent Bon la maison de production Bangomi qui produit entre autres Quelle époque. Bangomi, ah c'est du japonais, ça signifie émission de télévision. C'est tellement chic de parler japonais lorsqu'on s'appelle Yann Barthès. Yann Barthès, c'est donc un manager toxique, les castors en raffolent. Loin de l'image propre et positive que souhaite véhiculer le programme, diffusé tous les soirs sur TMC et suivi par plus de 2 millions de personnes, le site relate plusieurs cas qui relèvent plus des prud'hommes que d'une relation de travail normale. Selon l'article en ligne de Télérama, des cas de harcèlement, de souffrance au travail et de management défaillant auraient été exprimés, notamment celui d'un ancien cadre sous couvert d'anonymat qui dénonce une entreprise de dingue avec des moyens de dingue, mais qui peut aussi très facilement vous broyer. Autre exemple exposé dans Télérama, la lettre d'un salarié relatant des intimidations, des critiques acerbes, gratuites, publiques et incessantes, le menant à une dépression. Non, on n'est pas dans le cabinet de Prisca Thévenot, on est bien à Quotidien de Yann Barthès. Résumé par le Figaro, burn-out, management défaillant, des salariés de l'émission Quotidien dénoncent leurs conditions de travail. Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. Molière Le Tartuffe, 1689. Trop hâte d'entendre ce soir les leçons de morale de Jean-Michel Apathy. Étonnant, non? Yann Barthès nous montre ce qu'est devenu la gauche dans ce pays. Refus de la pluralité, monde du fric et des paillettes, info mainstream bidonné au service bien évidemment de la mondialisation et, quand il dirige une entreprise, un management toxique à l'américaine. Ce sont donc des imposteurs et des bonimenteurs, et pourtant, les castors sont nombreux chaque soir à regarder Yann Barthès. Il y a peut-être des explications quand on regarde ce que sont devenus les membres de la France insoumise. Éric Coquerel. Le problème numéro 1 dans ce pays n'est pas la question de l'immigration. Quand on parle avec le patronat éclairé, la France n'a pas suffisamment d'immigrés. Autrement dit, faire venir une main-d'œuvre bon marché, immigrée, pour concurrencer la main-d'œuvre locale et faire pression sur les salaires pour qu'ils baissent. C'est exactement l'idéologie du patronat du 19e siècle qui avait été dénoncée par un certain, comment s'appelait-il déjà, Karl Marx. Étonnant, non? Quant à Manon Aubry, elle se surpasse. Si demain les sans-papiers arrêtaient de travailler, votre commande Deliveroo ne serait pas commandée. La petite Manon qui défend chaudement la multinationale Deliveroo. On se frotte les yeux, parce qu'enfin, Deliveroo, c'est le symbole de l'ubérisation de la société avec ses hordes de salariés sous-payés, ses nouveaux damnés de la terre. Et qu'est-ce que l'on commande sur Deliveroo, Manon? De la malbouffe, oui, fabriquée par ce qu'on appelle aux États-Unis le Big Food, c'est-à-dire l'industrie agroalimentaire qui est accusée de fabriquer, donc de transformer les produits, véritable poison pour la santé. Eh bien, au moins, c'est clair, ma chère Manon.
On comprend dans ces conditions pourquoi toute cette gauche soutient Kamala Harris et non pas Robert Kennedy Jr., vous savez, le colistier de Donald Trump qui veut s'attaquer au Big Pharma et au Big Food. Manon Aubry, c'est en quelque sorte le relais de toutes ces multinationales. Vous en doutez encore? Ah, rappelez-vous, Manon Aubry, députée européenne, la France Insoumise, embrasse chaleureusement Pustula qui vient d'être reconduite à la tête de la Commission européenne. Vous pensez que les normies vont enfin comprendre? J'en doute parce qu'ils confondent Yann Barthès et Che Guevara. Passation de pouvoir, place Beauvau entre Retailleau et Darmanin. Hallucinant! Marlène Schiappa n'est désormais plus rien. Ah si, chroniqueuse sur BFM TV et chez Estelle Denis, mais il faut qu'elle soit dans l'axe de la caméra, derrière Darmanin, lors de la passation entre Moussa Darmanin et Bruno Retailleau. Sur la droite, vous avez certainement reconnu l'ancienne ministre aux collectivités territoriales. Oui, elle a un physique qui interroge. Alors non, ce n'est pas Dupond-Moretti en perruque pour pourrir la passation de Retailleau. C'est bien Dominique Faure, ancienne ministre des collectivités territoriales. Entre Dominique et Marlène, il y avait de sacrées belles femmes à cette passation de pouvoir. Quant à Darmanin, il a joué les victimes. Gérald Darmanin se complaint qu'il n'aurait pas été élu s'il s'était appelé Moussa, alors que derrière lui se tient Othman Nasrou, né au Maroc et actuel ministre, et que Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice et aujourd'hui ministre de la Culture. Hypocrisie totale, l'élite déconnectée joue la carte de la victimisation pour cacher son échec et son incompétence. Pitoyable. Darmanin, donc, ne pouvait pas évoquer son bilan, désastreux, avec explosion de la délinquance, et il ne voulait pas qu'on revienne sur tous ces mensonges honteux. Quelle était donc la solution de communication? L'inversion accusatoire, se présenter en victime échouinée. Les Français sacrifiés apprécieront. Elle était brillante, qui était philippine, 19 ans, retrouvée morte dans le bois de Boulogne. Étudiante en 3e année au sein de la prestigieuse université Paris-Dauphine, la jeune fille était proche de sa famille et investie dans le scoutisme. Gérald Darmanin, c'est un tout petit personnage. Mais la technique de communication du Gérald est utilisée également par Prisca Thévenot. Je m'appelle Prisca Thévenot, mais je m'appelle aussi Prisca Ballot-Sobromanen. Je suis la preuve qu'on peut être binational et profondément patriote française. Ah, c'est bien d'évoquer ses origines pour mieux masquer ce que l'on a été comme porte-parole. Alors que les collaborateurs de Prisca Thévenot ont récemment démissionné ou ont dénoncé un comportement dégradant de la part du porte-parole du gouvernement, elle refuse de répondre aux questions de Mediapart à ce sujet. Une Yann Barthès en jupon, en somme. Et c'est la même technique avec les adieux d'Amélie Oudéa Castéra Dja qui finissent par provoquer des moqueries sur les réseaux sociaux. Oui, elle chouine, elle évoque les moments difficiles avec ses enfants et son mari. Certes, dure la vie de millionnaire. Remarquez que personne ne va la regretter, à l'exception peut-être des rats de la Seine. Bon, ça devient un petit peu gros, un narratif s'est installé parmi tous ces ex-ministres. Barnier, c'est la peste brune, et tous ces tocards nous la jouent diversité, ils chouinent pour se repositionner vers la gauche, ou tout au moins adopter la ligne Yann Barthès, Gabriel Attal. Imagine-t-il qu'après les LR, en cas de dissolution, ce sont les PS qui vont l'emporter? Est-ce qu'ils sont en train de se placer? À suivre. Quant au nouveau ministre, eh bien, ce sont les mots creux avec Anne Gente. Vous aviez adoré Amélie Oudéa Dja, vous allez adorer Anne Gente. Pour se donner une légitimité qu'elle n'a pas dans un domaine, l'éducation nationale, qu'elle ne connaît que par ouï-dire, la nouvelle ministre énumère ses parents enseignants et ses profs adorés. Pathétique. Un peu comme sa nouvelle coiffure, par ailleurs. Anne Gente, c'est vraiment du lourd, c'est entre Marlène Schiappa et Prisca Thévenot. C'est dire.
Et le ministre de l'Injustice, me direz-vous, est-ce que je l'ai oublié? Pas le moins du monde, le voilà. Ah non, pardon, je me suis trompé de photo. Bruno Retailleau doit savoir que la justice est indépendante dans notre pays. Le sentiment qu'elle ne condamne pas suffisamment n'est pas toujours exact. Didier Migaud se dit prêt à échanger avec son collègue de l'Intérieur, comme une légère sensation de déjà-vu. Et oui, c'était la situation antérieure. Un homme de droite à l'intérieur, là c'est Bruno Retailleau, un homme de gauche à la justice, là c'est Didier Migaud. Bref, rien ne va changer, les policiers vont arrêter les délinquants et les juges vont les relâcher. Et pendant ce temps-là, Macron essaie de trouver un bouc émissaire pour combler les déficits publics. Entre 2018 et 2023, la dette publique s'est creusée de 839 milliards d'euros. Les retraites sont à l'origine de 52% de l'augmentation de la dette publique depuis 2017, soit 438 milliards d'euros. Et l'Ukraine, l'immigration, le quoi qu'il en coûte, l'aide aux grandes entreprises, pour ne prendre que quelques exemples, ne participent pas à la dette publique ? Vous ne sentez pas comme il y a dans l'air un parfum étrange? Ce parfum, c'est celui du bouc émissaire. Le matraquage médiatique commence. Le mot d'ordre a été donné aux médias. La dette, ce sont les retraités. Je vous laisse, je dois partir à Venise avec mon jet privé. Jean-Pierre Robin, les retraites sont responsables pour moitié de l'envolée de la dette publique depuis 2017. Déficit public, faut-il faire payer les retraités? Il faut les traire comme des vaches à lait. Faut-il mettre les retraités à contribution pour réduire le déficit public? Réforme des retraites. Les baby-boomers touchent-ils 2 fois plus qu'ils n'ont cotisé pendant leur vie active? Et ils essaient de faire croire que les augmentations d'impôts ne toucheront que les riches. Retour de l'ISF, élargissement de l'IFI, impôt sur le revenu. Comment le gouvernement pourrait alourdir la taxation des personnes les plus fortunées? Ça, c'est pour vous faire accepter les hausses d'impôts qui vont toucher les classes populaires. La réalité du déficit budgétaire, elle est dans ce schéma que nous présente Philippe Meurer. La gueule de la réindustrialisation que vend BFM sous Macron, une baisse de 7% de la production de l'industrie et plus 33 500 faillites. L'art de prendre les Français pour des imbéciles. Mobilisation paysanne, résistance paysanne, mobilisation de la paysannerie insurgée. Les collègues de la Drôme et du Tarn vont se réactiver dans les prochains jours. Et vous? Nous suivrons tous ces mouvements avec beaucoup d'attention. International, visite de Zelensky aux États-Unis. Ce n'est pas une blague. Ce matin à Washington, Zelensky s'est vu remettre un prix par les néocons américains, le Golden Plate Award, pour sa contribution au développement de l'humanité. SIC. On parle sûrement de la guerre, de la corruption, de la censure, du maintien au pouvoir sans élection, etc. Il a appelé à la guerre totale contre la Russie. Nous avons tous besoin d'une victoire et nous savons tous pourquoi, a-t-il conclu. Il faut mettre fin à ce grand cirque sanglant. Eh bien, ce n'est pas gagné lorsque l'on regarde la photo suivante. Zelensky en pleine séance de dédicace d'obus au pays de l'oncle Sam. Fou rire en prime, la guerre, c'est rigolo. Le fils de Donald Trump s'insurge. Donald Trump Jr. a qualifié de honte la critique de son père par M. Zelensky, un dirigeant étranger qui a reçu des milliards de dollars des contribuables américains, et on pourrait dire la même chose des contribuables européens, vient dans notre pays et a le culot de critiquer le candidat du Parti républicain à la présidence, et il le fait juste après qu'un fanatique pro-ukrainien a tenté de tuer mon père. Honteux, a écrit le fils du candidat à la présidence des États-Unis sur le réseau social. Il faut rappeler que celui qui a tenté d'assassiner Donald Trump, Raus, possédait 6 téléphones portables, 2 plaques d'immatriculation et une liste des dates des événements de Trump 1 mois à l'avance. Cela ne correspond pas vraiment au profil d'un loup solitaire. C'est une certitude. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy, une sorte de piqûre de rappel de ce que je vous présentais en début d'entretien avec Thomas Guénolé, un Yann Barthès de la France Insoumise. Je pense qu'il faut interdire
Le Rassemblement national, c'est prévu par l'article L212.1 du Code de sécurité intérieure. Motif d'interdiction, provocation à la discrimination et à la haine, en l'occurrence envers la population d'origine maghrébine. Ce qui me choque le plus, lui répond Thierry Mariani, ce ne sont pas les délires de Thomas Guénolé, qui rêve d'interdire tous ceux qui ne pensent pas comme lui, mais le silence des journalistes qui écoutent sans réagir ses divagations. Le service public de la radio, ça, c'est un vrai problème. Oui, comme tous les Yann Barthès, des médias aux ordres. Que s'est-il passé en 30 ans? Campagne Calvin Klein de 92 et campagne Calvin Klein de 2022. Je vous laisse répondre. Comme un air de famille, peu de gens le savent, mais Roselyne Bachelot a démarré sa carrière en tant que fourchette dans l'émission pour enfants Télé Chat. Ah, Tintin et le capitaine Haddock. Et puis non, c'est impossible. Quoi? Qu'est-ce qui est impossible? De trouver la dignité d'Aurore Berger. Et en creusant plus profond. Emmanuel Macron. Des internautes m'ont envoyé cette photo, m'ont renvoyé parce que je la connaissais suite à ma vidéo sur la santé mentale. Mais est-ce que les Français partagent notre point de vue? Seuls 25% des personnes interrogées jugent Emmanuel Macron bon président, soit un record absolu d'impopularité en 7 ans, selon un sondage Odoxa publié aujourd'hui dans le Figaro. Les deux têtes de l'exécutif, Macron et Barnier, battent des records d'impopularité avec seulement 25% d'opinion favorable pour Macron et 39% pour Barnier. Au moins, cela va dans le bon sens. Allez, on se quitte avec Urtica. Pour attaquer la semaine le cœur léger, quoi de mieux qu'un bon vieux 49-3 tours guiré du chansonnier Nicolas Bouzouf. Il ressemble assez à Nicolas Bouzou, réputé pour son indépendance. Nicolas Bouzouf, ohé, ohé les gars. Vous avez donc la vidéo dans ma description. Remboursons la dette de ce pas. À chantonner donc. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.